Intégration et sécurité sous-régionale et retour à l'ordre constitutionnel au Mali et en Guinée-Bissau, ce sont les sujets traités au cours du 43e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abuja, sommet qui a pris fin cet après-midi. Plus que 10 jours avant la présidentielle, le Premier ministre était sur le terrain pour se rendre compte du taux de retrait de la carte Nina, seul document qui donne droit au vote. Django Sissoko a visité ce matin les différentes structures impliquées dans l'organisation du scrutin. Ce 18 juillet, c'est le 95e anniversaire de Nelson Mandela qui reste hospitalisé. Un anniversaire décrété Mandela Day par l'ONU qui a décidé d'en faire un événement international. Chaque citoyen du monde doit accomplir un acte généreux pendant au moins 67 minutes. Madame, Monsieur, bonsoir. À jour J-10, je vous souhaite la bienvenue dans ce journal. En province nigérienne pris part à l'action de la CEDEAO à son arrivée à l'aéroport international Bamako-Sénou. Il a été accueilli par le Premier ministre Django Sissoko, chef du gouvernement, les membres du gouvernement, entre autres personnalités. Midi à l'aéroport international Bamako-Sénou à l'arrivée du président de la République de Abuja. Le sommet d'Abuja, qui s'est achevé cet après-midi, a traité des questions politiques et économiques et d'intérêt commun, mais le sujet dominant aura été celui sur un retour à l'ordre constitutionnel, le récit de nos ambassadeurs Aoui Touré et Dembawan. Les 12 chefs d'État sont restés studieux, puisque selon eux, les sujets étaient importants et les enjeux de taille. Le dossier Mali aura pris plus de temps. Le sommet s'est satisfait de la tenue à la date indiquée du premier tour de l'élection présidentielle, a salué les efforts déployés par les autorités de la transition et a appelé à l'acceptation par la classe politique malienne du verdict. Avant cela, le président de la République par intérim avait pris la parole devant ses pairs pour réitérer l'engagement du Mali pour le vote du 28 juillet sur l'ensemble du territoire. Le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration revient ce qui a été retenu d'essentiel sur le plan politique. Sur le plan politique, notamment les avancées significatives enregistrées au Mali en matière de retour à une vie normale, à la normalité constitutionnelle. Sur le plan sécuritaire, la réunion s'est beaucoup félicitée. La transformation de la MISMA en MINUSMA sans à-coup, sans problème du tout. Donc, sur le plan sécuritaire, je crois que la zone est en train de se sécuriser véritablement. La réunion condamne les attaques qui sont survenues au Niger et un peu ailleurs, et toutes les mesures vigoureuses seront plus que l'attaque n'est plus lieu encore. Le sommet a aussi fait des recommandations pour la sortie de crise en Guinée-Bissau. Le pays doit tout faire pour boucler sa transition avec des élections en novembre prochain. Ainsi, la 43e session confirme la ferme volonté politique de la CEDEAO à impulser le processus d'intégration dans un environnement régional de paix, de sécurité et de bonne gouvernance. Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, a été choisi pour accueillir la prochaine session des chefs d'État de la CEDEAO. Nos envoyés spéciaux reviendront demain sur d'autres aspects du sommet d'Abuja, notamment sur les réformes institutionnelles avec l'élargissement du nombre de commissaires qui passe de 9 à 15. Mais déjà ce soir, nous vous proposons les réactions de certaines personnalités et acteurs de la gestion de la crise malienne qui ont fait le voyage d'Abuja. Aoui Touré a tendu son micro au chef de la MINUSMA et au chef d'état-major général des armées de la Côte d'Ivoire. Tous deux ont salué le transfert d'autorité entre la MISMA et la MINUSMA. Écoutons-les. Nous avons été heureux à travers la MISMA d'apporter le concours de tous les États africains de la CEDEAO au Mali pour arrêter définitivement le terrorisme dont le Mali faisait l'objet. Et nous avons été heureux également de voir toute cette mobilisation de toutes les forces de la CEDEAO pour venir apporter leur concours au Mali. En même temps, nous sommes heureux de voir que les Africains ont pu s'organiser, se mobiliser pour faire face à une menace réelle qu'un de leurs pays connaissait.
Aujourd'hui, la MINUSMA a rempli sa mission, puisque nous avons pu libérer le nord du pays et la sécurité est revenue. Et également, la MINUSMA aujourd'hui donne la main à la MINUSMA. Il faut savoir que la MINUSMA, à travers les différents États de l'Afrique de l'Ouest, se retrouve au sein de la MINUSMA. En clair, nous continuons d'être au Mali sous la casquette maintenant des Nations Unies. C'est en cela, nous allons dire que notre mission continue. Il s'agit pour nous de faire en sorte que les élections se déroulent dans d'excellentes conditions, que ces élections soient sécurisées. C'est important aussi pour moi, comme représentant spécial, M. Ban Ki-moon et le chef de MINUSMA, d'être au sommet de CEDEAO, parce que le Mali était un des sujets importants pendant cette réunion. Et je voulais aussi exprimer l'importance de la société régionale avec le Mali. C'était important cette solidarité sur des niveaux très opérationnels. Les chefs d'État aussi dit leur sur MINUSMA, ce qui est important pour moi, parce qu'on vient avec cette opération de paix. Et ils ont exprimé aussi le soutien pour les élections, qui sont dans quelques jours, un peu plus qu'une semaine, pour assurer que ces élections sont crédibles et sont transparentes, et qu'il y a un consensus dans le pays là-dessus. Je crois que c'est un signe important qui réconforte aussi le MINUSMA, qui donne, comme vous savez, dans la possibilité qu'ils ont un soutien logistique et sécuritaire aux ces élections. Alors c'est aussi un nouveau signe de confiance. Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance des agents électoraux, présidents de bureau et assesseurs de la commune 5 du district qu'une séance de formation sera organisée à leur intention demain vendredi 19 juillet à partir de 9h au lycée Massamakan Diabaté à Bako, Dikoroni. Et dans le cadre de l'élection présidentielle, le Premier ministre s'est rendu successivement au ministère en charge de l'administration territoriale, à la CENI et à la DGE. Sur place, Django Sissoko a encouragé et félicité pour le travail déjà abattu et a invité à persévérer pour relever les défis futurs. Pour ce faire, il a assuré que le soutien du gouvernement ne fera pas défaut. Reportage de Bouramati. À cœur vaillant, rien d'impossible. Le pari de la bonne organisation du premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet est en passe d'être gagné. Le Premier ministre Django Sissoko en a fait le constat au cours d'une visite dans les structures impliquées dans le processus électoral. Au niveau du ministère de l'administration territoriale, le chef du gouvernement a rencontré les cadres et les membres du comité de pilotage des élections. Occasion pour lui de féliciter ses interlocuteurs pour les efforts consentis. Du constat du visiteur du jour, les choses vont dans la bonne direction. En tout cas, monsieur le ministre, je suis plein d'espoir. Tout le Mali vous suit, le monde entier vous suit. Parce que l'ORTM aussi accomplit un travail de qualité. L'ORTM vous accompagne, l'AMAC vous accompagne dans cette mission. Et je crois que c'est un accompagnement utile et efficace. Après félicitations et d'encouragement, le Premier ministre a visité les centres d'écoute, d'orientation et de conseil du département de l'administration territoriale. C'est à partir de là que les citoyens peuvent s'informer sur le processus électoral et vérifier leur situation sur les listes électorales. Pour ce faire, 3 numéros verts sont disponibles, à savoir 80 011 37, 80 011 38, 80 011 39. Les choses bougent également à la Commission électorale nationale indépendante, deuxième structure visitée par le chef du gouvernement. La CENI travaille sur les accréditations des observateurs nationaux et internationaux et à ce jour, elle a reçu et traité 500 dossiers dans ce sens, de quoi assurer le Premier ministre. Je compte sur vous pour que la crédibilité des élections que nous allons organiser ne souffre d'aucune ambiguïté. Si les élections ne sont pas bien organisées, si les différents acteurs doutent de la crédibilité des élections, la légitimité des autorités que nous allons mettre en place sera douteuse. Mais je suis persuadé, moi,
que ne sera pas douteuse. Parce que vous avez mis votre cœur dans l'organisation de ces élections. Après la CENI, c'est au tour de la délégation générale aux élections d'accueillir le Premier ministre. C'est ici que le fichier biométrique de l'élection de 2013 est établi, fichier qui a été présenté au chef du gouvernement par le délégué général aux élections. Au total, ils sont 6 829 696 électeurs potentiels répartis entre 21 023 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire. Pour le général Siaga Sangaré, le fichier de 2013 est conforme aux standards internationaux, tant au niveau de la traçabilité, de la transparence que de l'intégrité. Tout semble donc être prêt pour une élection présidentielle reçue en 2013 au Mali. Il n'y a d'élection parfaite nulle part. Elles ne seront pas parfaites, mais elles seront crédibles, parce qu'elles seront transparentes. Et c'est ce qui est important aujourd'hui pour le Mali. Ce qui est important pour le Mali pour sortir de la crise. Et je voudrais, monsieur le délégué général, saluer le courage, l'abnégation de vos collaborateurs. Dernière étape de la visite du Premier ministre, le Comité national de l'égal accès aux médias d'État. Cette structure est chargée notamment en présidentielle. Le chef du gouvernement dit n'avoir reçu aucun écho défavorable, mettant en cause l'impartialité du comité. De quoi encourager la structure à faire davantage preuve de neutralité. Le délégué général aux élections l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Demain, vendredi 19 juillet à 10h à la Bibliothèque nationale. L'ordre du jour porte sur la présentation du fichier électoral biométrique, la remise de la carte électorale et des documents annexes et le lancement des opérations de recherche des électeurs via SMS et Internet. Et puis le président de la Cour constitutionnelle des personnes retenues est disponible sur le site de l'institution www.cc.insti.ml. L'adresse s'affiche au bas de votre écran. Une formation à l'intention des intéressés se déroulera au CICB conformément au programme ci-après. Samedi 20 juillet à partir de 9h, premier groupe du numéro 1 au numéro 1000. Dimanche 21 juillet à partir de 9h, deuxième groupe du numéro 1001 au numéro 2000. Et d'autres informations sur le site www.cc.insti.ml. La CENI poursuit sa mission à l'intérieur du pays pour un bon déroulement du scrutin. La structure vient d'organiser à Diema une session de formation des formateurs des délégués. C'est pour les informer sur le contenu de la loi électorale et la conduite à tenir pendant les opérations électorales. Nos envoyés spéciaux à Diema, Alou Bekone et Garibou Pérou. Identifier les bureaux de vote, vérifier la liste des différents délégués et observateurs, s'assurer que tous les documents et le matériel électoral sont sur place. Voilà entre autres les missions des délégués de la Commission électorale nationale indépendante. La maîtrise de ces principes fondamentaux par les superviseurs de la CENI donnera des résultats fiables aux processus électoraux. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Le 28 juillet vont se tenir le premier tour d'élection du président de la République. Pour cela, la CENI, au terme de la loi, doit présenter un délégué dans chaque bureau de vote. Pour ce faire, le délégué, c'est lui qui doit contrôler l'ensemble des activités dans le bureau de vote et informer la CENI. Donc, on a initié des activités de formation aux électoraux, un rôle déterminant avant, pendant et après les élections. Nous sommes fiers d'appartenir à un pays qui n'a jamais connu de problème post-électoral. Cela est dû, c'est pas les élections au Mali, et faire appliquer ces textes par les services qui ont la charge de l'organisation. C'est ça le rôle de la CENI. Cette session de proximité dans la région de Caille a regroupé 9 superviseurs venus de Nioro du Sahel et 12 de Guéma. Ces 21 superviseurs ont un calendrier défini entre le 20 au 25 juillet prochain pour sillonner les 31 communes qui comptent les 2 cercles. Ils vont relayer les notions apprises dans les circonscriptions bien définies à cet effet. Cette méthodologie de la CENI dans un pays en transition démocratique permet d'éviter les contentieux électoraux et d'aboutir à des élections crédibles et transparentes.
Vous pourrez suivre après ce journal les messages de campagne des candidats Aluseni Maïga de Panafrique, Shogel Kokala Maïga du MPR, Oumar Bouri Touré du GAD et Ahmed Sow de RTD. Ces messages de campagne seront suivis des entretiens de 10 minutes avec les candidats Muntaratal et Shogel Kokala Maïga. Et le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain vendredi 19 juillet pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h30, M. Oumar Mariko Sadi, 10h, Cheikh Keita UDA, 10h30, Oumar Ibrahima Touré APR, 11h, Mamadou Bakari Sangaré dit Blaise, CDS Morotigia. Et puis, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État informe les candidats dont les noms suivent. Tcheblé Dramé Parena, Jamil Bitar Umam, que l'enregistrement de leur entretien de 10 minutes se fera dans la matinée de demain, vendredi 19 juillet. Les candidats prendront donc contact avec la direction de l'ORTM pour en connaître le lieu et l'heure. Et à l'extérieur du pays, le consul général du Mali à Bouaké félicite tous ceux qui ont déjà enlevé leur carte NINA, informe que pour la dernière semaine de remise des cartes NINA, les cartes sont disponibles au consulat à Dar es Salaam et chez les différents présidents des amicales du Mali et demande à tous les présidents et assesseurs que leur formation aura lieu le samedi 20 juillet à partir de 9h au consulat. Le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, a lancé à Bamako ce matin l'initiative « Si je suis élu président ». Elle invite les femmes à faire le bon choix, un choix qui, selon les organisateurs, devra être basé sur l'importance et la pertinence des projets de société des candidats. Moussa Fani. C'est pour éclairer les femmes des partis politiques sur les enjeux des élections que le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, a lancé l'initiative « Si je suis élu président ». Elle devra permettre de sensibiliser les femmes pour une plus grande participation aux élections à venir. Le cadre de concertation des femmes des partis politiques se réjouit de cette belle initiative du CRI 2002 qui s'inscrit dans la dynamique des élections de 2013. Cet exercice citoyen, CRI 2002 l'a voulu. Parce que, conscient de la place et du rôle des femmes des partis politiques dans le processus électoral. L'initiative intitulée « Les votes utiles et la représentation utile pour les élections crédibles et apaisées » vise à amener les citoyens à faire les bons choix. En faisant le choix de militer dans les formations, vous vous engagez du coup à conquérir à l'expression du suffrage des citoyens et des citoyennes à travers notamment la défense des intérêts des femmes, des partis politiques au-delà des clivages partisans. Vous pouvez compter sur l'appui constant du gouvernement. L'activité de l'initiative « Si je suis élu président » va s'étendre jusqu'aux prochaines élections législatives. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, informe la presse nationale et internationale que le dîner de presse initialement prévu le samedi 20 juillet avec le Premier ministre, chef du gouvernement, est reporté à une date ultérieure. Le projet d'appui aux jeunes entrepreneurs Page Nieta boucle son premier programme d'activité de juin 2011 à avril 2013. Plus de 100 volontaires répartis entre 121 villages des régions de Caille, Koulikoro et Sikasso ont contribué au renforcement de plus de 3000 jeunes ruraux dans plusieurs domaines comme l'agriculture, l'élevage et le commerce. Agali Ag Agissa. 15 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet d'appui aux jeunes entrepreneurs financé au Mali par l'USAID. La mise en œuvre du projet s'étale sur une durée de 5 ans. Il a démarré en 2011 dans 121 villages de régions de Caille, Koulikoro et Sikasso. Plus de 100 volontaires ont participé à l'exécution de cette première phase d'activité du projet qui a duré 2 années. Les enfants et la jeunesse constituent pour toute société et tout pays l'une des plus grandes richesses. Assurer leur encadrement,
leur formation professionnelle et leur engagement civique, c'est assurer le futur. Page Nieta répond aux besoins critiques spécifiques à la jeunesse malienne et appuie les priorités et stratégies du Mali dans sa lutte contre la pauvreté. Plus de 2000 jeunes hommes et femmes, certains jamais scolarisés et d'autres avant abandonné l'école dès les premières années, se sont inscrits dans le programme de la première cohorte. Cette initiative qui vise à former 10 000 jeunes contribue aux efforts du gouvernement dans le cadre du bien-être des populations. Je réaffirme ici et solennellement le soutien du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle au projet Page Nieta, dont le but et les objectifs sont en parfaite convergence avec ses missions. C'est à ce titre que j'insiste sur la synergie avec nos services techniques afin de capitaliser, sinon de dupliquer, si possible, dans d'autres régions du pays, cette expérience réussie de l'apprentissage et de l'insertion. Les porte-paroles des volontaires et des bénéficiaires de la formation ont exprimé leur satisfaction avant de réitérer leur engagement à participer à l'édification nationale. La remise des attestations aux volontaires a mis fin à la cérémonie agrémentée par la prestation des artistes et une projection des films sur les réalisations enregistrées au cours de cette première phase du projet. En Afrique du Sud, Nelson Mandela a fêté ce jeudi ses 95 ans, un anniversaire évidemment marqué d'une émotion toute particulière puisque l'icône mondiale de la réconciliation raciale reste sous assistance respiratoire. Pour autant, le monde entier a fêté un nouveau Mandela Day. Chaque citoyen du monde est appelé à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre de charité en mémoire des 67 années que Mandela a vouées à sa lutte pour l'égalité. Les Sud-Africains s'attendaient à des funérailles. Ils auront droit à des célébrations. Nelson Mandela fête ce jeudi ses 95 ans alors qu'il est hospitalisé depuis 6 semaines à Pretoria. Et il irait mieux, selon l'une de ses filles qui a fait une déclaration devant des membres du gouvernement sud-africain. Je tiens à rassurer chacun d'entre vous. Je ne suis pas médecin, mais Madiba fait des progrès remarquables. Et nous avons hâte de la voir bientôt à la maison. Tous les journaux sont consacrés à cette journée particulière, devenue depuis 2010 par l'ONU un Mandela Day. Toutes les pensées des Sud-Africains sont tournées vers leur héros national. Je veux dire à Mandela, nous espérons qu'il ira bientôt mieux. C'est une inspiration pour nous tous. Un vrai pionnier, un vrai fidèle. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ce pays. Il représente beaucoup pour moi. Il a sauvé notre pays, il nous a donné la liberté. Il y a les paroles, les chants, mais aussi les actes, comme dans cet orphelinat de Pretoria qui accueille les petits-enfants de Madiba. Car en ce jour anniversaire, chacun est appelé à consacrer 67 minutes de son temps à une bonne action. 67 minutes, ce sont les années que Nelson Mandela a consacrées à son combat politique. Les Sud-Africains ne sont pas les seuls à lui rendre hommage et à vouloir faire leur BA. Dans un clip vidéo, des célébrités mondiales promettent de mettre la main à la pâte, comme le Dalai Lama, le milliardaire britannique Richard Branson ou encore l'ancien président américain Bill Clinton. Les dirigeants de l'Union européenne ne sont pas en reste. C'est l'homme de la réconciliation dans son pays et l'Union européenne se construit aussi sur la réconciliation. Nous nous sentons très proches, c'est une figure du monde, un exemple aussi pour tous les jeunes en Europe. À Pretoria, la foule se presse à l'hôpital pour chanter et célébrer l'anniversaire de Nelson Mandela. Au nom de la réconciliation voulue par le héros de la lutte anti-apartheid, le président sud-africain Jacob Zuma a présidé une remise de logements sociaux à des nécessiteux, dont des familles blanches. Retour à l'actualité nationale, la commission Dialogue et Réconciliation a rendu ce jour une visite de courtoisie au Conseil islamique. Le président de la CDR, accompagné des commissaires, a longuement échangé avec le président du Haut Conseil islamique.
entouré de ses proches collaborateurs sur les objectifs de la commission, ses ambitions et son plan d'action notamment. Sans la paix, aucune réalisation ne sera possible. Aussi, le Haut Conseil islamique s'engage à accompagner la commission dialogue et réconciliation. 26e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Office national des produits pétroliers ONAP. C'était aujourd'hui. Il a été question, entre autres, de l'exécution des tâches et du rapport de budget au 31 décembre 2012. Reportage de Mahamadou Doumbia. Le point d'exécution par la Direction générale de l'Office national des produits pétroliers ONAP des tâches issues de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration, le rapport d'activité 2012 de l'Office, les rapports d'exécution des budgets au 31 décembre 2012 du dépôt ONAP de Bamako-Sénou sont les points essentiels inscrits à l'ordre du jour de cette 26e session du Conseil d'administration de l'ONAP. Le sous-secteur des hydrocarbures a été marqué par l'augmentation de 1,23% des chargements de produits pétroliers, l'augmentation des prix fournisseurs moyens des produits pétroliers sur tous les axes d'approvisionnement avec des taux allant de 4% à 17%. La hausse des prix moyens à la pompe des produits pétroliers liquides avec des taux qui vont de 3 à 5%. Le paiement de subventions de 5,734 milliards de francs CFA pour soutenir la consommation de gaz butane. La hausse des exonérations directes de 3,35%. Si les cours mondiaux du pétrole ont connu un fléchissement à partir du deuxième trimestre de 2012, les prix fournisseurs se sont caractérisés par des niveaux élevés durant l'année 2013. Cette 26e session du Conseil d'administration a élaboré des plans stratégiques visant à redynamiser le secteur pétrolier. Le Conseil a eu à prendre des décisions, notamment en ce qui concerne l'affectation des ressources propre à l'ONAP pour lui permettre vraiment de jouer son rôle. Nous avons frôlé la catastrophe lorsqu'il y a eu l'embargo, parce que vous savez, nous ne disposons pas de stock national de sécurité en tant que pays enclavé. Alors, nous avons proposé des mesures, des dispositions à prendre pour qu'il y ait un stock national de sécurité pour vraiment garantir l'approvisionnement du pays lors des crises. L'avant-projet du budget 2014 de l'ONAP se chiffre en recettes et en dépenses à plus de 2,4 milliards de francs CFA, soit une hausse de 51,77%. Cette augmentation est due essentiellement à l'inscription au budget spécial d'investissement de plus de 1,707 milliard de francs CFA. Les membres de la Commission des Affaires étrangères, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine de l'Assemblée nationale se sont rendus au Burkina Faso du 1er au 12 juillet. Une occasion pour les Maliens vivant sur place de faire cas de leurs préoccupations relatives aux rackets et tracasseries policières au niveau de la frontière malienne. Les parlementaires sont également allés rendre visite aux réfugiés. Le commentaire de Adama Kodjo. Les membres de la Commission des Affaires étrangères des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine étaient venus s'enquérir des conditions de vie et de travail de nos compatriotes au Burkina Faso. Conduite par le président de la commission Siraba Diarra, la délégation s'est d'abord entretenue avec le personnel de l'ambassade du Mali dans ce pays. La prochaine étape de la visite était réservée à la communauté malienne résidant à Ouagadougou. Les échanges avec les représentants de la communauté ont essentiellement porté sur le racket et les tracasseries policières au niveau de la frontière malienne. Ici, les parlementaires ont promis à leurs interlocuteurs de rendre compte des préoccupations évoquées à qui de droit. Les camps de réfugiés de Sagnon, Djibo et de Dori près de la frontière nigérienne ont également été visités par la délégation parlementaire. Les conditions d'hébergement, le retrait des cartes NINA par les réfugiés en vue de leur participation à l'élection présidentielle du 28 juillet et surtout le retour au pays étaient au centre de cet entretien. La mission a ensuite rencontré les membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Burkina Faso, avec lesquels il était question d'échanges d'expériences et de visites réciproques. En 4e région, visite du commissaire chargé de l'agriculture de l'UEMOA. Ibrahima Diémé était ce jeudi sur le site du projet financé par l'UEMOA en zone office du Niger. À noter que les travaux du chantier de Touraba sont en retard. Dougou Fana Traoré.
Ce chantier de Touraba à l'Office du Niger est situé dans la zone de Kouroumari, dans la commune rurale de Sogolo. Il couvre une superficie de 2174 hectares. L'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA, dès la fin des travaux, envisage de répartir les casiers entre 3 types d'exploitants: les paysans autochtones, les exploitants privés et les grands investisseurs. L'objectif recherché par l'UEMOA est de contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires des populations, de contribuer au développement économique et social des États membres et de faire de l'UEMOA un espace unifié et ouvert au profit d'une population solidaire. Ce grand chantier a donc été secoué fortement lors de l'arrivée des terroristes à Djabali. Aujourd'hui, le chantier a repris de plus belle. Globalement, je pense que le résultat est satisfaisant. Malgré qu'un peu par-ci, par-là, on peut repérer des petits retards. Au cours de cette visite, aucun volet du projet n'a été omis. Les ouvrages, les régulateurs, les arroseurs et même le site de recasement des déplacés du projet. Les travaux prennent fin en octobre 2013 alors que le projet n'est exécuté qu'à 44%. Que va-t-il alors se passer? Au niveau de la commission de l'UEMOA, nous sommes en train de préparer un avenant à la convention pour pouvoir repousser le délai, plus de 6 mois, entre 6 et 7 mois. Et je pense que durant cet intervalle de temps, tout le monde va s'imprégner pour que effectivement ce nouveau délai soit respecté. C'est une initiative conjointe du gouvernement et de l'UEMOA. Le gouvernement a d'abord mis les terres, 11 000 hectares à la disposition de la commission de l'UEMOA. Le gouvernement a mis à la disposition du projet l'ensemble de l'information technique nécessaire à l'exécution des études et à la réalisation des travaux. Notons que les travaux sont suivis et mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture. L'adjectif est le maître d'ouvrage délégué. L'exécution des travaux sur le terrain est assurée par la Société d'exploitation des sables et des graviers, CSG. Une formation de sensibilisation et d'information est en cours à Gao en faveur des éléments du groupement Interarmes Waraba, organisé par le Comité international de la Croix-Rouge CICR. La formation leur permettra de mieux comprendre les principes fondamentaux du CICR. De Gao, la correspondance de Daouda Sidiki Diarra. En attendant leur déploiement sur le terrain, les éléments du groupement tactique Interarmes Waraba renforcent leurs capacités en matière de droit international humanitaire. Cette formation de sensibilisation et d'information de 2 jours est focalisée sur les rappels des règles du droit international humanitaire DIH et les principes fondamentaux du Comité international de la Croix-Rouge CICR. C'est une initiative commune avec l'état-major général des armées du Mali. Parce que vous savez que c'est un contingent qui doit être mobilisé sur le terrain. À cet effet, il a besoin d'être sensibilisé sur les règles du droit international humanitaire. Notre pays fait face à plusieurs défis, dont la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Le savoir-faire de nos hommes et leur engagement sans faille à appliquer les règles de base du DIH seront des atouts supplémentaires sur le terrain. Cela pour redorer l'image des femmes et surtout dédire les campagnes de propagande et d'intoxication des violations des droits de l'homme qui sont menées contre les forces maliennes. Cette formation en DIH outillera mieux le GTA Waraba dans l'exercice de sa mission future sur le terrain, dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens, du respect du droit international humanitaire et en particulier du droit de la guerre, surtout en ce qui concerne les personnes vulnérables. L'armée malienne n'est pas une armée barbare, l'armée malienne est une armée professionnelle et républicaine. Le colonel conclura qu'en tant que soldats, ils ont le droit d'honorer et de respecter les engagements internationaux en matière de droits de l'homme signés par le Mali. Restons avec les militaires. À Tombouctou, l'armée en patrouille a secouru d'urgence une centaine de déplacés, dont des femmes et des enfants en provenance de Bamako. Le véhicule de ces derniers est tombé en panne à 50 km de Tombouctou, dans une zone où il n'y a pas d'eau, pas d'arbres, encore moins de réseau téléphonique. Heureusement que des militaires passaient par là. Adam Adjimdi. Des femmes, des enfants et jeunes, en somme une centaine de déplacés qui rentraient de Bamako sont tombés en panne à 50 km de Tombouctou. Pendant 4 jours, ces passagers ont vécu toutes sortes de souffrances. Moi et ma famille et moi étaient dedans. J'étais parti à Bamako pour une évacuation sanitaire. Donc je suis de retour. On a tenté de faire arrêter vraiment dans les véhicules civils là, donc ils ont tous révisé. Si l'armée vraiment
ne peut pas venir à notre secours. Vraiment. Ça a l'air très difficile pour nous. On n'avait pas à manger, ni à boire. On avait des enfants, des petits-enfants avec nous. L'armée est venue de passage, on les a arrêtés. Et ils nous ont pris. Ils ont été secourus in extremis par un convoi de l'armée en patrouille. C'est dans la zone la plus difficile, communément appelée Dar Salam, où il y a les dunes et Tombouctou, à peu près une cinquantaine de kilomètres. Donc on a pu secourir une centaine de déplacés qui rentraient de Bamako. Donc certains en état de déshydratation totale et d'autres ont essayé de tenter l'aventure sans eau ni ressources. Donc on a pu, avec les éléments, à pied, pour essayer de rejoindre. Bon, les réverbères faisant, ils déviaient sur leur cap avec le manque d'eau. Donc on a pu les récupérer. Et surtout, il y avait des petits-enfants, des nourrissons, des femmes et puis des personnes âgées. Cette situation est un cas parmi tant d'autres, car la route Tombouctou-Douanza est impraticable au point où certains véhicules renoncent purement et simplement au voyage. Et puis, quittons Tombouctou pour revenir à Sikasso, Djigissemeïri, ou Arbre de l'Espoir, désormais en place dans la région à travers le projet d'urgence sur les filets sociaux. Le projet a été officiellement lancé ce mercredi à Sikasso sous la présidence du gouverneur de la région, Sékou Konaté. Initié par le gouvernement de la République du Mali avec l'appui financier de la Banque mondiale, le projet d'urgence sur les filets sociaux dénommé Djigissemeïri se veut un outil de lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité. Il y a essentiellement deux axes fondamentaux qu'on appelle des composantes chez nous. Il s'agit de faire des transferts monétaires aux ménages les plus pauvres et qui sont vulnérables sur le plan de la sécurité alimentaire. Et le deuxième axe sera axé sur la mise en place d'un système de filet social au Mali. Dans la région de Sikasso, les communes de Boura, dans le cercle de Yorosso, et Kébila, dans le cercle de Kolangeba, bénéficieront des actions du projet qui interviendra dans 5000 ménages pour la période de 2013. Comme vous le savez, dans la carte de pauvreté, Sikasso, comme par paradoxe, se révèle comme être la région la plus pauvre du Mali. Donc pour un projet qui se veut destiné fondamentalement aux plus pauvres du Mali, nous avons choisi de procéder au lancement de ce projet dans la région de Sikasso. Réponse aux souffrances qu'endurent les populations en ces moments de crise, les autorités, tout en saluant le choix de la région, assurent de leur soutien. Je voudrais ici vous assurer de notre entière disponibilité à soutenir les activités du projet, tout en exhortant les différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre, particulièrement les maires et les responsables du développement social, à s'investir totalement dans l'exécution de ce projet destiné à soulager les conditions de vie de nos populations pauvres et vulnérables. Signalons que le projet Filets sociaux, qui s'étendra de 2013 à 2017, couvrira 62 000 ménages dans 5 régions et le district de Bamako. Il coûtera 35 milliards de francs CFA. Depuis le 10 juillet dernier, la chaîne de distribution des cartes de recharge d'Orange Mali connaît des problèmes. La raison, les grossistes ont augmenté le prix des cartes d'environ 30 francs CFA sans en informer les revendeurs. Les détaillants regroupés au sein de l'association malienne des revendeurs de cartes de recharge ont organisé une marche jusqu'au siège de la société à Amdalaï. Les marcheurs ont été reçus ce matin par les cadres Garibou Pérou. Dans la chaîne de distribution des cartes de recharge de l'opérateur de téléphonie mobile Orange Mali, il y a les détaillants, les demi-grossistes, les grossistes ou encore les masters. Ces derniers ont une relation contractuelle avec l'opérateur. Ils achètent les cartes directement auprès d'Orange Mali. Le secteur est présentement confronté à deux problèmes. Si avant le détaillant avait un bénéfice important sur les cartes de recharge, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous faisons un chiffre d'affaires de plus d'1,2 milliard par jour. Donc, si jamais nous restons comme ça, si ce prix-là arrivait à nous être imposé, ce serait la fin des démogrossistes. Nous pointons du doigt comme responsables les masters. C'est eux qui sont la plaie même de cette chaîne. Ce n'est pas un problème d'augmentation de marge d'Orange. Nos marges n'ont pas bougé d'un iota. Donc, on donne toujours nos produits à 10% à nos grossistes et qui doivent les redonner aux demi-grossistes sur le marché. Donc pour nous, rien n'a changé. Le système de distribution a été dérégulé. Donc quelque part, au lieu qu'eux, ils leur donnent au taux normal, c'est-à-dire au taux que nous leur fixons,
Au lieu qu'ils leur donnent aux demi-grossistes à ces taux-là, ils ont fait jouer la concurrence jusqu'à fausser les règles du jeu. Le fond du problème des troubles dans la chaîne de distribution est connu. Commercialement, les deux parties ont un destin en commun. L'une ne peut pas fonctionner parfaitement sans l'autre. C'est pourquoi une rencontre de l'association malienne des revendeurs de cartes de recharge est prévue demain après-midi. En attendant, le marché reste perturbé à certains niveaux au désespoir des consommateurs. Solidarité en ce mois de Ramadan, l'ONG Al-Farouk vient de distribuer des vivres à plusieurs familles du district de Bamako. La remise du don a duré 2 jours. Nado Dambélé. Cette cérémonie qui se veut sobre est significative et revêt une importance capitale tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires. Pendant ce mois de Ramadan, c'est un geste très significatif. Les gens n'ont pas les mêmes forces, les gens n'ont pas les mêmes capacités, les gens n'ont pas la même teneur de tenir le mois de Ramadan, surtout en cette période de crise. Vraiment, nous ne faisons que remercier les donateurs. Cet événement est d'une importance capitale et s'inscrit dans le cadre de la réduction des charges qui pèsent sur les fidèles, de donner un sourire aux personnes démunies, mais au-delà, il témoigne à suffisance la fraternité qui existe entre les fidèles. C'est plusieurs tonnes de riz, de mil et de sucre et plusieurs quantités d'huile et de lait qui ont été distribuées à plus de 400 familles pour un coût total de 10 millions de nos francs. Comment peut-on alors mesurer ce geste de distribution de vivres composé de lait, de sucre, de riz et de mil à des musulmans, surtout à des personnes déplacées sous l'effet d'une rébellion sans... De l'ONG Al-Farouk. Grâce à l'appui des partenaires, plus de 1000 familles à travers le pays ont reçu des vivres pour un coût total de 100 millions de nos francs. Les gestes ont été notamment faits à l'endroit des populations de Gao, Mopti, Douanza, Kona, Kidal et Tombouctou. L'association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam AMUPI a offert ce matin aux nécessiteux des produits alimentaires. L'opération se situe dans le cadre de la solidarité islamique et permet d'assurer une meilleure rupture de jeûne aux bénéficiaires. Batraori. Du riz, du sucre, du lait et de l'huile pour les populations démunies en ce mois béni de Ramadan. L'opération de l'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam AMUPI et de son partenaire financier ATAN est on ne peut plus salutaire. Elle permet la prise en charge des familles entières pour la rupture du jeûne. Notre religion qui nous a motivés, le fait de savoir qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de nourriture, et d'après notre religion, le fait d'aider les autres, ça nous a vraiment motivés. Le président de l'AMUPI a remercié les donateurs pour ce geste humanitaire. Il a aussi profité de l'occasion pour demander aux musulmans de prier pour la paix et la bonne tenue des élections au Mali. C'est un symbole. Le symbole de la solidarité islamique. Ici, on a préféré donner quelques denrées aux certaines familles pour qu'eux-mêmes préparent le repas de leur choix. En ce moment béni, il sera utile de prier pour le pays, pour la paix, pour la solidarité, la stabilité du pays. Il serait bon aussi de prier pour une bonne pluviométrie. Il serait bon de prier pour de bonnes élections. Que Dieu exauce nos prières. Élan de solidarité toujours, cette fois à Gao. L'ONG Cri de Cœur vient d'appuyer en vivres 11 200 personnes de 3 quartiers de la ville. L'opération dénommée Spécial Ramadan 2013 s'élargira à d'autres quartiers de Gao. Elle coûtera 63 millions de francs CFA à l'ONG Cri de Cœur et à son partenaire Secours Islamique France. Reportage de Daouda Zoumana Traoré. Cette donation qui concerne la population des quartiers de Gadey, Farandjiré et Al-Janabanja comprend du riz, du mil, du haricot, de la date, de l'huile, du thé et de la pâte de tomate. Les critères de distribution concernent 3 points. D'abord les femmes veuves
chefs de famille avec des enfants, les personnes âgées chefs de famille avec des enfants, les handicapés chefs de famille avec des enfants. C'est un bon geste que je salue les donateurs et je souhaite qu'ils continuent sur ce terrain-là. L'ONG Cri de Cœur, qui n'est pas à son premier geste, s'investira prochainement dans des projets d'assainissement, de réinsertion des jeunes et d'autonomisation des femmes victimes de la crise. On a d'autres projets en cours pour aider aux gens dans les secteurs porteurs de développement, notamment des programmes pour la réinsertion des jeunes, l'autonomisation des femmes et puis comment accompagner aussi le processus de réconciliation. Après ces durs moments vécus par la population, Cri de Cœur se dit prêt à tout mettre en œuvre pour que les choses redeviennent normales à Gao. Ici à Bamako, le ministre de la Jeunesse et des Sports a visité ce matin le palais des sports de basketball. Amey Founé Mahalmadan voulait s'imprégner de l'évolution des travaux. Malgré quelques retards, le chantier avance normalement. Al-Jumatina. Démarrés depuis quelques temps, les travaux du palais des sports sont au niveau de la finition. C'est ce qui ressort de la traditionnelle visite périodique du ministre de la Jeunesse et des Sports, qui était venu s'enquérir de l'état d'avancement du géo architectural. Pendant une heure, le ministre Amey Founé Mahalmadan a passé en revue les coins et les recoins du bâtiment. À l'arrivée, le constat semble rassurant, même si des difficultés demeurent. Ce que j'ai pu constater me satisfait un peu, peut-être pas totalement, dans la mesure où les délais d'exécution sont largement expirés maintenant, mais il reste encore un peu à faire. Du côté malien comme du côté de l'entreprise, c'est vrai que nous-mêmes, du côté malien, on a un peu de retard sur les paiements. Et du côté de l'entreprise aussi, il y a un retard par rapport à l'exécution. J'ai vraiment bon espoir. Comme vous l'avez vu, le gros œuvre est pratiquement terminé. Nous sommes en train de faire les travaux de finition. L'entreprise Covec qui assure l'exécution des travaux n'a pas voulu s'exprimer sur la fin exacte du chantier, mais souhaite plus d'engagement côté malien, afin que le reste de l'ouvrage puisse finir dans un bref délai. Les travaux qui restent généralement, ce sont les travaux de peinture. La peinture extérieure n'est pas complètement achevée. Il y a les travaux d'aménagement de la cour, les travaux de peinture aussi au niveau de la clôture. À l'intérieur, il ne reste que le parquet qui est en phase de confection. Aussi le faux plafond qu'on ne peut pas directement refermer maintenant à cause des installations qui se font à l'intérieur. Avec une capacité de 5000 places, le Palais des Sports se distingue déjà comme une fierté nationale où plusieurs autres disciplines peuvent être pratiquées en plus du basketball. Après la visite des infrastructures sportives, place à l'activité. Championnat national de Ligue 1. Hier, au compte de la 28e journée, l'AS Real de Bamako a battu le CS Dougoulofila par le score large de 5-1. En seconde heure, c'est la Jeanne d'Arc de Bamako qui a battu le centre Salif Keita de 2-1. C'était au stade Modibo Keita, le compte-rendu de Koumba Nyambele. Des tickets pour cette équipe en vue du maintien en Ligue 1 à des journées de la fin. Parmi les formations concernées figurent les centres Salif Keita, 11e avec 31 points ici en bleu, et la Jeanne d'Arc 13e avec 27 points au classement. C'est conscient de cette situation que la Jeanne d'Arc passe à l'offensive dès la première minute de jeu et ouvre le score par son capitaine Moussa Diop. 1-0 score à la pause. La seconde période repart avec la même intensité. 48e minute, c'est encore Moussa Diop qui marque le but. 2-0 en faveur de la GIA. Les centristes reprennent du poil de la bête. Mohamed Keita réduit la marque à la 64e minute pour le centre Salif Keita. Les gardiens et capitaines du CSK, Alassane Diallo et ses coéquipiers vont essayer de revenir au score. Mais la finition fait toujours défaut. Résultat 2-1 pour la Jeanne d'Arc de Bamako. Ces deux équipes restent désormais au coude à coude avec 31 points pour le centre Salif Keita et 30 pour la Jeanne d'Arc de Bamako. Auparavant, l'AS Real a réussi un festival offensif 5-1 sur le CS Dougoulofila. L'ouverture du score ne s'est fait pas attendre avec Moussa Kone Kofi qui donne le ton dès la deuxième minute. Lassana Traoré répond à la 23e minute pour le CS Dougoulofila. Nous sommes à la 30e minute. L'AS Real obtient un penalty. Moussa Kone Kofi exécute la sentence, son doublé de la soirée. 2-1 en faveur des Scorpions de Bamako, score à la mi-temps.
La seconde période verra une nette domination des protégés de l'entraîneur Noum Djane, ce qui leur permettra d'inscrire 3 buts au 54e minute par Ibrahima Sidibé, 68e minute Abdulaziz Touré et 72e minute par Christophe Diallo. 5-1 en faveur des réalistes. Le CS Golonfla termine la rencontre à 9-11 suite aux expulsions d'Abdraman Diarra et Modibo Mariko pour cumul des jaunes respectivement aux 59e et 70e minutes de jeu. La deuxième place qualificative pour la Ligue africaine des champions est donc assurée à 99% pour les Scorpions de Bamako, 59 points, soit 10 points d'écart sur le Djoliba AC, troisième avec 49 points. Voilà, ce journal se referme.